Salut la famille, moi c'est Aaron Sony Capeta et aujourd'hui je reviens à travers une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo. Alors, sans beaucoup plus tarder, let's go. Kichi Kichi Kichima Simran Konto Alliance Shoot to kill Yamaza Kill the poor The farmer Kill the poor The farmer Brr, pa, pa. Dans tous les pays d'Afrique australe, la jeunesse actuelle veut s'émanciper, se libérer du joug du colonialisme et du capitalisme. Et au fait, les partis politiques comme l'IFF, Economic Freedom Fighters, ces gens se battent pour la nationalisation des terres en Afrique du Sud. Ils se battent pour la nationalisation des compagnies minières, des terrains miniers en Afrique du Sud. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que en Afrique du Sud, par exemple, les privés blancs, qui sont une minorité, possèdent plus de 80% des terres arables et des terres minières et consorts. Elles appartiennent aux blancs. Raison pour laquelle quand vous circulez en Afrique du Sud, vous traversez le pays, vous verrez que les forêts sont clôturées. Quelque sorte. C'est pas comme au Congo. En Afrique du Sud, les terres appartiennent aux particuliers. Et ces particuliers, c'est qui? C'est des blancs qui sont moins de 10% de la population, mais qui peuvent posséder peut-être jusqu'à 80% des terres arables. Et les noirs, qui sont la majorité, se recroquevillent sur des petits espaces. Alors, qu'est-ce que les noirs de l'IFF veulent faire? Ils veulent absolument avoir un gouvernement qui contrôle les compagnies minières et qui possède les mines. Pourquoi? Parce que le gouvernement pourra par la suite permettre une redistribution équitable de ces ressources. Comme pour dire que les ressources ne seront plus contrôlées par une infime minorité, mais qui seront maintenant entre les mains du gouvernement qui pourra de façon équitable les partager. Quand vous observez, que vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que la République du Zaïre, de notre maréchal Mobutu, classé de démon par beaucoup de Congolais parmi nous, avait déjà résolu ce problème déjà depuis les années 60. Le président Mobutu était parvenu à zaïrianiser les compagnies et les terres. Chez nous, en République démocratique du Congo, les terres appartiennent à l'État. Et puis de deux, nous avions notre compagnie comme la Gécamine, le fleuron congolais qui était la Gécamine, et la Niba et consorts qui en majorité appartenaient à l'État, à la République démocratique du Congo, sous le règne de Joseph Kabila. Cette Gécamine que Mobutu avait repossédée, qu'il avait nationalisée, a été soldée. Pas seulement la Gécamine, il y a eu la Niba, il y a eu la SNCC, l'ONATRA et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de compagnies étatiques qui ont été soldées sous explication qu'elles étaient en faillite et qu'il n'y avait pas d'argent. Et qui était le conseiller selon vous? Les conseillers, c'était ces blancs occidentaux, des institutions internationales qui, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours convaincus que ces blancs vous aiment et qu'ils vous portent à cœur. Raison pour laquelle à chaque fois qu'on vient vous donner un conseil par ces blancs, vous les prenez sans hésitation, sans réfléchir. C'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons. La seule chose qui compte pour eux, ce sont leurs intérêts. Ils vendront des êtres humains, ils feront la guerre, ils feront des esclaves, aussi longtemps que ça leur permet de pouvoir accéder aux minerais et aux ressources. Ils se foutent de votre bon sens, ils se foutent de vos bonnes intentions, ils se foutent du français que vous parlez, des universités dans lesquelles vous êtes passé. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur intérêt. À l'époque de l'esclavage, il y avait des comptoirs, des marchés
d'esclaves. Et ces marchés d'esclaves étaient gérés par qui? Très souvent par des arabisés, des frères noirs africains qui recevaient les armes, la poudre à canon et les présents des Arabes et aussi des Occidentaux. Telle est la situation à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui avec le Rwanda. Le Rwanda est le poste avancé des capitalistes en Afrique. Ce sont eux qui ont placé Kagame en selle. Ce sont eux qui maintiennent Kagame. Il n'y a rien à pouvoir espérer de la MONUC ou de la MONUSCO ou même de l'ONU. Il n'y a rien, absolument rien que nous puissions espérer d'eux. Ces gens ne feront rien pour nous. Nous sommes seuls. 30 ans que nous sommes sous la tutelle du Rwanda et des capitalistes occidentaux. Certaines personnes vous diront que en 2013, la guerre du M23 avait cessé. En fait, les armes se sont tues, c'est vrai. À un moment donné, avec la récupération de Bunagana par les FRDC à l'époque, officiellement comme ça, il n'y avait plus de M23 sur les territoires congolais. Mais tenez ceci, à l'époque, il y avait des généraux et des colonels congolais qui possédaient des carrés miniers dans les provinces du Kivu. Il y avait Mwagashushu qui à l'époque avait la plus grande carrière de coltan qui existe au monde. Et de ce fait, pendant toutes ces années, les données existent sur Internet. Le Rwanda était le premier producteur mondial de coltan. Et ce coltan qui était exploité ou exfiltré de manière illicite vers le Rwanda. Qu'est-ce que ça vous dit? Le nerf de la guerre, c'est les ressources, c'est les minerais. Et aussi longtemps qu'ils peuvent avoir accès à ces minerais sans vous faire la guerre, ils vous laisseront tranquille. Comme pour dire, ils s'en foutent de vos bonnes intentions de leur dire « Venez, on va se mettre à table, on va discuter, je vais vous offrir ceci, vous offrir cela. » Ils se foutent de tout cela. Ils considèrent que le Congo est une carrière et ils ont le droit de pouvoir accéder à ces ressources. Quitte à nous maintenant en tant que Congolais, de prouver que nous ne sommes pas des esclaves, de prouver que nous sommes des êtres humains pleins de dignité et que nous comprenons que cette indépendance, nous l'avons conquise par la force de chez les colons et que réellement, tout Congolais a droit à bénéficier des ressources de la République démocratique du Congo. Il faut que nous puissions nous tenir debout et nous battre contre le capitalisme. Ces gens vous prennent tout. Ces capitalistes vous arrachent tout. Ils vous ont arraché l'Amiba. Toutes les compagnies de l'État sont par terre. Et ceux qui exploitent les minerais maintenant ne vous payent que des redevances des taxes. Donc, en quelque sorte, le cobalt que nous produisons ne nous appartient pas. Donc, 30 ans après la présence de James Kabarebe au Congo, jusqu'aujourd'hui, nous allons continuer à rêver qu'il y a ce Congolais qui sera porté à Kinshasa par Kigali et par les Rwandais, qui sera là pour le bonheur des Congolais. Alors d'un côté, nous avons ces politiques qui ils ont leur discours, ils ont leurs préoccupations, qui très souvent réclament défendre les intérêts de la population congolaise. Et en face d'eux, par exemple, je vous donne un exemple, nous avons ces Wazalendo qui sont des paysans congolais, sont des paysans congolais qui quittent leur maison, leur case et leur village, qui depuis plus de 30 ans maintenant se battent contre l'agression rwandaise. Vous voyez un peu cette contradiction, qu'il y a nos frères congolais avec des gros diplômes et des noms français, des cravates, qui prétendent libérer la population congolaise, sans pour autant engager des Congolais dans leur combat, qui sont accompagnés avec des chars, avec des missiles, qui viennent d'un pays étranger. En général, le politicien congolais n'a pas ce sens de la dignité. Comme Mobutu le dit, le sens de la dignité. Être un monsieur qui est respecté parmi les hommes. Ne pas être un suiviste. Tracer son propre chemin selon ce que moi je pense comme étant idéal. De la même façon que la Gécamine, la MIBA ont été soldés. De la même façon, ils sont en train de brader la République démocratique du Congo. Ils se foutent de la valeur du pays, ils se foutent du nationalisme, ils se foutent de ce que veut dire la dignité, de ce que ça veut dire un État souverain. Ces gens disposent des biens publics à leur propre guise. Ils engagent le peuple qui ne les a même pas commissionnés. Depuis l'accession de l'indépendance en 1960, qu'est-ce que le leadership congolais a fait pour essayer de pouvoir s'armer, armer la population congolaise afin que
notre défense ne soit pas seulement comme la défense d'un pays qui n'a que juste le territoire à protéger. Nous avons plus que le territoire. On a des ressources qui sont prisées par le monde entier. Qu'est-ce que le leadership congolais a fait? En parlant de l'armée, et avant même d'arriver à l'armée, je voudrais parler du mental, le mental du Congolais. Quelle est la préparation idéologique, patriotique que les leaders congolais sont parvenus à insuffler en créant le profil de ce Congolais avec certaines valeurs humaines, certaines valeurs qui font de lui quelqu'un qui n'est pas prône à faire le suiviste, quelqu'un qui n'est pas aussi vulnérable que ça, aussi utilisable par les étrangers. Nous sommes une société qui a du mal à pouvoir se refaire, à se renouveler, à pouvoir accepter des nouvelles idées, à pouvoir se remettre en question et regarder dans son passé, tirer des leçons pour prendre une nouvelle direction. C'est ça notre problème. La paix ne viendra jamais par les négociations. Du moins, c'est ça ma conviction. Nous aurons la paix le jour où les FRDC seront en mesure de frapper le Rwanda, de paralyser cet agent que les capitalistes ont établi dans notre région. Le jour où le comptoir des capitalistes sera désacralisé, c'est ce jour-là que ces gens seront obligés à trouver un nouveau partenaire. Les FRDC ne se battent pas contre le M23. Les FRDC se battent contre l'armée rwandaise et des mercenaires qui sont armés par les puissances occidentales. Donc, nous devons nous armer dans la tête et dans le cœur. Nous devons d'être forts. Nous devons d'être unis. Nous devons d'être altruistes. Nous devons d'être obstinés. Et ça ne viendra pas seulement comme ça. Nous devons d'être patriotes. Et pour y parvenir, je suis convaincu que le ministère de l'enseignement, le ministère de la culture, le ministère de sport et consorts, ils ont un rôle à jouer dans la façon dont le Congolais comprend le Congo et le Congolais comprend le monde moderne. Nous devons parvenir à sortir de cet état où nous croyons, nous sommes convaincus que l'homme blanc nous aime. Jusqu'à présent, ces gens vivent de nos ressources. Ils ont développé une faiblesse de dépendance en quelque sorte pour qu'ils s'enrichissent. Et quand ils viennent en Afrique, ils utilisent nos propres frères africains. Alors, notre responsabilité à nous, c'est de parvenir à transformer l'homme noir afin qu'il ne soit pas facilement malléable comme ça pour des intérêts personnels égoïstes. Et puis de deux, quelle sera notre approche par rapport à ses frères, à ses sœurs qui, pour un intérêt personnel, sacrifient l'intérêt collectif? Qu'est-ce que nous, en tant que société, nous avons à faire par rapport à ça? Nous acceptons quand ils reviennent chez nous? Nous applaudissons pour eux pour dire Bota la batoni mandak pour boy. Nous acceptons, qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ces frères et de ces sœurs qui ont fauté? Toujours en utilisant le nom du peuple, prétendant que c'était pour le salut du peuple, et qui reviennent comme ça après des signatures des accords, peut-être après la fin d'une rébellion et qui sont des ministres. Et en fin de compte, le peuple est toujours là, dans la misère. La vie du peuple n'a pas changé. Depuis 1996 jusqu'à présent, quelles sont les conditions de vie du peuple congolais qui sont meilleures à celles que nous avons connues sous l'époque de Mobutu? Après toutes ces guerres ici, qui se réclament de libération, qui se réclament de démocratie et consorts, qu'est-ce que le peuple a bénéficié de toutes ces guerres? Et que si aujourd'hui, Corneille Nangaa arrive à Kinshasa avec des Rwandais, la vie du peuple congolais pourra changer. Elle pourra changer en quoi? Peut-être pour lui et pour sa famille, mais pour le peuple congolais, qu'est-ce que le peuple congolais aura à gagner dans ça? Si aujourd'hui nous sommes où nous sommes, sans Gécamine, sans Biba, sans Onatra, serment de liberté et de prospérité, d'abondance que nous allons léguer à notre postérité. Donc, qu'est-ce que nous allons laisser à notre progéniture? Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Sinon de toujours continuer à être candidat à l'exil. Au milieu de l'abondance du pays, parmi les plus riches de la planète, nous continuons à vivre comme des pauvres. Pourquoi? À cause des politiciens. Maximum de soutien au Rosalendo. Je salue votre esprit de noble sacrifice. Les FRDC, on vous soutient, on est derrière vous. Puisse le Dieu de nos ancêtres, puisse les martyrs de la dépendance vous soutenir dans cette noble tâche. Moi, c'est Aaron Soni Kapeta. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Très prochainement, on se retrouve
partagez, likez et surtout revenez. God bless and see you later.